Chapitre 10. Alors qu'Ivanhoé, blessé et tombant d'épuisement, semblait abandonné du monde entier, Rebecca avait supplié son père de faire transporter le jeune chevalier dans la maison qu'Isaac habitait alors dans un faubourg d'Ashby. À cette époque, juifs et juives exerçaient l'art de la médecine, et, à voir les heures extraordinaires qui leur étaient attribuées, il y a lieu de croire qu'ils possédaient certains secrets jalousement gardés. Révérée par les gens de sa race, Rebecca était l'une de ces femmes favorisées de Dieu dont parlent les Écritures. À son arrivée chez Isaac, Ivanhoé était toujours sans connaissance. Ce ne fut que vers le soir qu'il recouvra ses esprits, mais il ne sortit de son long évanouissement que pour demeurer en un état de stupeur et de confusion tel qu'il était incapable de se rappeler les circonstances qui avaient précédé sa chute. Après un effort douloureux pour écarter les rideaux du lit, il se vit, à sa grande surprise, dans un appartement splendide, meublé à l'orientale, et sa stupéfaction redoubla à l'entrée d'une femme très jeune et très belle. Sans un mot, il se laissa penser, et ce ne fut qu'à la minute où l'apparition allait s'évanouir qu'il se décida à lui adresser la parole. « Voudrais-tu me dire, noble demoiselle ?» Elle l'interrompit. « Je ne suis pas noble. Sache dès maintenant, sire chevalier, que celle qui te soigne n'est qu'une juive, la fille d'Isaac d'York. » Le regard d'admiration, mêlé de tendresse, qu'Ivanhoé avait jeté sur l'inconnu, se glaça brusquement, et n'exprima plus qu'une reconnaissance de commande. Celle qu'un homme dans sa situation doit à quiconque, même à l'individu d'une race proscrite. Il y avait trop de douceur dans l'âme de Rebecca pour qu'elle lui fît grief de partager les préjugés du siècle, et elle continua à lui prodiguer les soins les plus attentifs. Elle lui fit part ensuite de l'obligation où se trouvait son père de partir pour York et de leur intention de l'y garder lui-même jusqu'à complète guérison. « Mais ne peut-on trouver dans les environs d'Ashby, demanda-t-il aussitôt, quelque franklin saxon, quelque riche paysan qui consente à recevoir sous son toit un compatriote blessé ? La plus humble des chaumières, murmura-t-elle avec un sourire attristé, te paraît donc préférable à la maison d'un juif. Tu ne peux pourtant pas, sire chevalier, changer de demeure sans congédier le médecin, et notre famille possède de précieux secrets dont tu as déjà éprouvé l'efficacité. Combien de temps cette heure mystérieuse demande-t-elle encore ? 8 jours, si tu t'abandonnes à mes soins avec docilité. Si tu tiens ta promesse, par la Vierge, je te donnerai plein mon casque de besant d'or. D'ici 8 jours, tu revêtiras ton armure. Mais c'est une autre grâce que je te prie de m'accorder. Laquelle ? De croire, à l'avenir, qu'un juif peut rendre service à un chrétien sans attendre de lui des besants d'or. Dès aujourd'hui, ce serait un crime d'en douter. Mais dis-moi, que sont devenus le Saxon Cédric, les hommes de sa suite, et cette noble demoiselle ? Il s'arrêta, comme s'il eût craint de profaner le nom de Lady Rowena en le prononçant dans la maison d'un juif. « Et le prince Jean, reprit-il, et mon fidèle écuyer ? Sire chevalier, je t'en prie, du calme tandis que je répondrai. Le prince Jean a brusquement mis fin au tournoi et est reparti à toute bride vers York. Son dessein est, dit-on, de s'emparer sur l'heure de la couronne de son frère. »« De Richard » cria Ivanhoé, et il fit un effort pour se soulever. « Ne resta-t-il à Richard dans toute l'Angleterre qu'un seul fidèle ? Ce sera moi. Je défierai le plus brave des champions de Jean. S'il le faut, j'en combattrai 2 en champ clos. »« Il faut d'abord ne pas tant agiter, » dit-elle en lui touchant doucement l'épaule. « Repose-toi pour supporter demain les fatigues de la route. » Le départ eut lieu, en effet, dès le matin, et le voyage, sur l'ordre d'Isaac, s'effectua à marche forcée, à tel point que les gens de l'escorte le prirent mal et abandonnèrent voyageurs et bagages. C'est dans cet embarras qu'Isaac, Rebecca et Wilfrid furent rencontrés par Cédric et Athelstan, pour tomber peu après avec eux entre les mains de Bracy. Malgré ses défauts et ses vices, de Bracy avait gardé quelques principes de l'honneur chevaleresque. Il ne souffla mot à Front-de-Bœuf de l'étrange capture. Il posta 2 de ses écuyers de chaque côté de la litière, avec consigne de n'en laisser approcher personne. Dès l'arrivée à Torquilstone, Ivanhoé fut transporté dans une chambre écartée et confié aux soins d'Ulriquet. Mais tout à ses projets de vengeance, la vieille Saxonne n'eut rien de plus pressé que de se faire remplacer par Rebecca elle-même au chevet du blessé. En tâtant le pouls d'Ivanhoé, elle frissonna, épouvantée, éperdue. « Est-ce toi, chère Rebecca ?» La question du blessé la rappela à elle-même.
Vois-tu, Rebecca, reprit-il, la douleur se supporte mieux que l'inquiétude. Comment porter secours à Lady Rowena et à mon père? Le bruit, qui, au son du corps, s'était élevé dans la forteresse, se changeait maintenant en tintamarre. Des pas lourds et précipités retentissaient dans les passages voûtés et sur les escaliers menant au barbacane. Le cliquetis des armes couvrait les voix des hommes. De se voir écarté du combat qui s'annonçait, Ivanhoe frémit de colère. Si seulement je pouvais me traîner jusqu'à cette fenêtre, suivre la bataille, des yeux au moins. Il serra les poings. Non, il ne faut pas, mais je vais m'y placer moi-même, et je te dirai tout. Alors couvre-toi de ce bouclier, montre-toi le moins possible. Le gros des assiégeants se massait face à la barbacane, et, du premier coup d'œil, Rebecca vit que là serait le centre de la bataille. Une énorme foule d'archers, dit-elle en se retournant vers le blessé, se tient campé à la lisière du bois. Je vois un chevalier à l'armure noire, dont tous semblent recevoir les ordres. Quelles armes sur son bouclier? Une barre de fer et un cadenas, il me semble, bleu sur fond noir. Des chaînes et un cadenas. Qui diable peut porter ces armes? Elles pourraient être les miennes, ajouta-t-il d'une voix amère. Pas d'autre chef? Non, pas par ici, mais l'autre côté du château doit être attaqué lui aussi. Ah, les archers s'ébranlent. Les appels aigus des corps saxons donnaient le signal de l'assaut, et, du haut des murailles de Torquilstone, les trompettes et les cymbales des Normands leur répondaient. « Et restez ici couché !» s'écria Ivanhoe, « vautré sur un lit comme un moine fainéant, à l'heure où les autres se battent pour ma liberté. Les archers avancent-ils? Je ne vois plus rien qu'une pluie de flèches qui éblouit les yeux. Des flèches contre les murs et des boulevards de pierre, qu'en espère-t-il, grand Dieu? Et le chevalier au cadenas? Je ne l'aperçois plus. Ah, si, le voilà. Il marche sur la barbacane. Ces hommes abattent à la hache les pieux et les palissades. La brèche est ouverte. Il s'y précipite. Ah, Front-de-Bœuf est au premier rang des défenseurs. Je le reconnais, à sa taille de géant. Les assaillants reculent. Ils reviennent à l'assaut, homme contre homme. On dirait la rencontre de deux flots que les vents jettent l'un contre l'autre. Elle détourna la tête. Rebecca, Rebecca, regarde encore. Dieu de Jacob, s'écria-t-elle. Le chevalier noir. Oui, Front-de-Bœuf et lui sont au corps à corps. Le ciel protège les captifs et les opprimés. Et tout à coup, poussant un grand cri. Il est à bas, il est à bas. Qui est à bas, Rebecca? Au nom de la Vierge, qui est à bas? Le chevalier noir. Puis, presque aussitôt, avec un autre cri, de joie celui-ci. Il se relève, il frappe, comme s'il avait à lui seul la force de 20 guerriers. Dieu, son épée s'est brisée. Ah, il saisit la hache d'un yeoman. Il presse Front-de-Bœuf. Le géant vacille, comme un chêne sous la cognée du bûcheron. Il est tombé. Qui? S'écria Ivanhoe. Front-de-Bœuf. Ses hommes d'armes se précipitent à son secours, le Templier en tête. On l'emporte dans le château. Le chevalier noir s'arrête. Sa troupe est-elle à l'intérieur de la palissade? Oui, tous. Ils acculent les assiégés contre les dernières barrières. Ils plantent les échelles. Ils grimpent sur les épaules les uns des autres. Du haut des murs, on précipite sur eux des pierres, des poutres, des troncs d'arbres. Ah, les Normands renversent les échelles. Ils ont le dessus. Par Saint-Georges, les Saxons ne lâchent pas la partie. Non, ils reviennent à la charge. Le chevalier noir aborde la poterne, la hache à la main. Il pleut des pierres sur sa tête, mais il ne s'en soucie pas plus que si c'était du duvet. Ivanhoe s'était soulevé sur sa couche. Rebecca, dans toute l'Angleterre, il n'y a qu'un homme pour se battre ainsi. La porte de la poterne est brisée. Elle est enfoncée. Elle est aux mains des assaillants. Mais le pont qui communique avec le château, le Templier vient d'en faire sauter les planches et se retire avec ses hommes. Et maintenant, regarde Rebecca, regarde! Nos amis se fortifient à l'intérieur de la barrière. Ils ne lâcheront plus désormais. Non, c'est certain. Ah, tout mon espoir est dans ce chevalier dont la hache a terrassé Front-de-Bœuf. Une barre de fer et un cadenas sur champ de sable. Qui peut-il être? Son armure est noire comme l'aile du corbeau. Il s'élance de nouveau dans la mêlée. Quel spectacle magnifique et terrible aussi. Cet homme seul triomphant d'une multitude. Tu viens de faire, Rebecca, le portrait du héros. Je le jure par la dame de mes pensées. 10 ans de captivité pour combattre une seule journée à côté d'un tel chevalier. Calme-toi. Cette fièvre impatiente, cette soif de gloire qui te tourmente, retarde ta guérison. Ah, tu ne peux pas comprendre, Rebecca.
Il n'est pas possible à l'homme nourri de l'esprit de chevalerie de se voir enchaîné dans l'inaction à l'heure où de pareilles prouesses s'accomplissent presque sous ses yeux. La chevalerie, Rebecca, c'est ce qui rend la vie moins chère que l'honneur. C'est elle qui vole au secours des faibles et qui abat les tyrans. La lance et l'épée sont les seuls protecteurs de la liberté. Je suis fille d'une race dont le courage a fait ses preuves pour la défense de son pays, mais au temps où elle avait une patrie, elle n'a jamais combattu que sur l'ordre de Dieu. Le son de la trompette guerrière, hélas, n'éveille plus Judas, et ses enfants gémissent dans la servitude. Tu as raison, chevalier, il ne convient pas à une juive de parler guerre et combat. Qu'il connaît mal ce cœur, ajouta-t-elle en elle-même, s'il s'imagine qu'il n'est que bassesse et lâcheté. Elle tourna ses yeux vers Ivanhoé. Il dort, murmura-t-elle. La nature a été la plus forte. Est-ce un crime de le regarder, quand c'est peut-être pour la dernière fois? Mon père, faut-il que ces boucles blondes me fassent oublier? Elle s'enveloppa dans son voile, s'assit à quelque distance du blessé et se tourna vers la fenêtre. Il lui faudrait désormais moins de courage pour affronter les dangers qui la menaçaient que pour résister aux sentiments qui envahissaient son cœur.